Mademoiselle, bonjour monsieur. Voilà, j'ai en effet beaucoup de Chose à choses. vous dire, alors je vais commencer directement. Non, en réalité, j'ai une petite note à vous dire avant. Tu commences. Je dis toujours, je parle beaucoup à beaucoup d'élèves à Paris, mais je commence toujours par leur dire, dans mon discours, je suis obligée de dire toujours les Allemands, parce que c'était nos ennemis. En réalité, je dois dire les nazis, c'est-à-dire ceux qui étaient partisans de Hitler et qui étaient partisans du nazisme. Je dis ça parce que vous pourriez avoir des parents allemands, par exemple, ou même un père ou une mère ou bien des amis, et je voudrais... Les Allemands sont une très belle race. Ce sont maintenant nos meilleurs alliés, nos cousins germains, comme on dit, et ils ont bien des qualités que nous devrions imiter d'ailleurs. Donc, je ne dis pas quand même les nazis, mais je dis les Allemands, mais je respecte beaucoup les Allemands. Donc, maintenant, il faut que je me présente à l'époque où j'ai fait de la résistance. Je- J'habitais la ville de Metz, c'est-à-dire tout près de l'Allemagne, dans le nord-est, là, en Lorraine. Mon père était officier. C'était une grosse garnison, Metz. Il y avait beaucoup d'officiers à cause de la proximité de l'Allemagne. Il y avait, par exemple, le colonel de Gaulle. Avant d'être général, il a été colonel comme tout le monde. Et il était en garnison aussi à Metz. Le colonel Delattre du Tassigny était à Metz. Le général Giraud était à Metz. Donc, c'était une ville très militaire. Et j'ai été élevé d'ailleurs dans une ambiance très militaire. Ceci pour répondre à une des questions que j'ai vues que quelqu'un m'a posées. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la résistance? Ben, nous étions vraiment élevés dans l'amour de la patrie et l'idée qu'il fallait résister à tout ce qui nuirait à la patrie. Bon, j'avais 17 ans à la déclaration de la guerre en 1939 et je venais de passer terminale. Le baccalauréat avait deux parties à cette époque-là. On passait l'écrit à Metz et l'oral à Strasbourg. Ce n'était pas un oral de rattrapage, c'était l'oral une seconde partie. Bon, et je l'avais passé en juillet 1939, vous voyez, et la guerre s'est déclarée pendant les grandes vacances qui ont suivi mon baccalauréat. Nous n'étions pas à Metz, nous étions partis en vacances dans le Poitou, dans les Deux-Sèvres, quand la guerre s'est déclarée. Et j'ai eu la chance, on écoutait la radio naturellement tous les soirs, et on était très anxieux, quoi. Papa était mobilisé depuis longtemps, ainsi que mon frère, qui était naturellement militaire aussi. Alors, vous savez à peu près, enfin, vous connaissez l'histoire de la guerre. Il n'y a rien eu pendant un an, ce qu'on a appelé la drôle de guerre. C'est un nom qui n'est pas tout à fait accordé aux circonstances parce que la Pologne a été vraiment un pays martyr pendant cette drôle de guerre. Les Allemands avaient envahi la Pologne, ils avaient encerclé Varsovie et les Polonais ont été vraiment très éprouvés. Nous avons passé cette année drôle de guerre à Poitiers. On ne pouvait pas retourner à Metz, qui naturellement avait été plus ou moins évacuée. Et il y a eu donc l'invasion au mois de mai. Et on s'est dit, quand les Allemands ont envahi la Belgique, le Luxembourg, la Hollande, on s'est dit, bon, on va les arrêter. Nous avons la plus forte armée du monde, nous sommes les premiers. Bon, avec beaucoup de consternation, on a vu que les Allemands entraient comme dans du beurre en Belgique. Le siège de Bruxelles n'a pas duré longtemps. Et en France,
tous les soirs, on écoutait la télévision. Non, ça n'existait pas, pardon. On écoutait la radio, on appelait la TSF, télégraphie sans fil, et on était consternés de voir que les Allemands avançaient de 200 km par jour, quelquefois. C'était absolument. Donc, un soir, il y a eu, bon, ils sont entrés, le gouvernement qui était à Paris était parti à Bordeaux, naturellement, après ça même à Vichy. Mais quand un soir, le 17 juin, je crois, on a entendu donc le maréchal Pétain qui avait dit qu'il demandait l'armistice. Je suis monté dans ma chambre où j'avais une petite radio que mon frère avait fabriquée, ce qu'on appelait un poste à galène. Je ne sais pas si les garçons connaissent ici. C'est un morceau de charbon sur lequel on peut piquer avec une épingle. C'était une petite radio, si on peut dire. Et c'est là que j'ai eu la chance d'entendre tout d'un coup, par hasard, je crois, moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'appelle à venir à moi officiers, sous-officiers, soldats, avec leurs armes ou sans leurs armes. C'était absolument sidéré d'entendre quelqu'un que je connaissais qui parlait à la radio. C'est ça qui m'a sidéré. Je n'ai pas tout de suite réagi en me disant « Oh, quelle chance !» Alors, je suis descendue au salon. J'ai attendu un moment de silence. Je ne croyais pas que je lançais. Et j'ai dit, tout le monde était consterné, évidemment. Et j'ai dit, vous ne savez pas ce que j'ai entendu? Le général de Gaulle est à Londres. Et alors mon grand-père, qui était général à la retraite, dit, vous entendez, la guerre n'est pas finie. Il y a encore de l'espoir. C'est ça l'avenir. Le général de Gaulle avait dit, d'ailleurs, je parlerai encore demain à la BBC. C'est la British Broadcasting Corporation, la radio anglaise, si vous voulez. Alors, naturellement, le lendemain, tout le monde l'a écouté. Je dois dire que dans le salon, il y a eu comme ça a été chez vos grands-parents, vous pouvez leur en parler, si je rappelle encore, ou bien vos arrière-grands-parents. Tout de suite, une déclive, si vous voulez. Il y a des gens qui ont dit « Mais non, c'est un traître, il n'a pas le droit. Il trahit la promesse qu'il a faite au chef de l'État. » Alors mon grand-père, là, qui était gaulliste, a dit « Mais il n'y a pas de chef de l'État, justement. C'est Laval qui l'a nommé. Il n'y a pas de chef d'État valable. » Bon. D'autres disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce petit inconnu qui se mêle de parler au nom de la France ?» Comment, disait mon grand-père, inconnu, mais vous ne savez pas ce qu'il a fait. Il a écrit alors il a cité les livres qu'il avait déjà écrits. Enfin, et puis d'autres, alors, ont tout de suite été, comme nous, pour le général de Gaulle. Mais enfin, tout le monde a été très divisé. Et il y a eu dans ma famille, surtout des gens qui disaient, mais non, il faut suivre le maréchal Pétain. C'est lui qui va nous sauver. Il a déjà fait des preuves à Verdun, à la guerre de 14, et il va nous tirer de l'abîme dans lequel nous sommes tombés. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'on était tombés dans un abîme. Alors, après ça, donc ça, c'était fin juin, le 18 juin, le général de Gaulle a parlé. Les vacances se sont déroulées là où nous étions, près de Poitiers, et en septembre, nous ne savions pas où aller. Papa avait été fait prisonnier dans la ligne Maginot. Il y en avait 1 500 000 de prisonniers. Nous, naturellement, pas question de retourner à Metz, qui était devenu allemand par les conditions du traité. Enfin, on n'avait pas signé le traité, mais de l'armistice. Les Allemands avaient repris l'Alsace-Lorraine comme en 70. Donc, mon grand-père, là, le général gaulliste, a dit « Venez habiter à la maison, on va le serrer, c'est la guerre, il faut être ensemble, etc. » Et en effet, nous nous sommes installés chez mes grands-parents. Nous habitions Paris pour la première fois. Et nous sommes un peu
Enfin, on était très bien, ils étaient quand même un peu au large chez eux. Donc, j'ai passé les 4 années d'occupation à Paris. J'habitais Paris pour la première fois. Ça va pas? Bon. Alors, j'aime autant vous dire, pour répondre encore à la question, une question qu'on m'a posée, c'était vraiment épouvantable quand on en arrivait à Paris. On voyait ces oriflammes qui pendaient partout avec la croix gammée dessus, sur tous les monuments publics, les mairies, etc. On voyait les pancartes, vous savez, qui indiquent les villes, par exemple, écrites en allemand, en lettres gothiques allemandes. Toutes les affiches étaient en lettres gothiques allemandes. Et vraiment, je dirais une phrase qui est un peu célèbre. Il fallait faire quelque chose. Il y a d'ailleurs un cinéaste qui a fait un documentaire à la télé, pas un film, mais un documentaire, qu'il a appelé comme ça. Il fallait faire quelque chose, parce que tous les gens qu'il a interrogés lui disaient la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Des petites choses pas importantes, avec un morceau de craie. On faisait des croix de Lorraine, c'était l'insigne de la France libre qui était à Londres. On faisait des croix de Lorraine sur les murs, si possible sur les hôtels où habitaient les Allemands. On arrachait les affiches, parce qu'il y avait des affiches de Vichy, qui était le gouvernement français, oui, était parti de Bordeaux à Vichy. C'était la capitale, si vous voulez, a été Vichy pendant toute la guerre. Donc, on arrachait les affiches. Il y avait aussi des affiches de Français qui étaient, par exemple, un Français qui s'appelait Philippe Henriot, qui prêchait tous les soirs à la radio Paris pour persuader les garçons d'aller s'engager en Allemagne avec l'uniforme allemand pour lutter contre la Russie. Alors, c'était quand même informe. Alors, avec notre craie, nous les faisions, comme pour les bulles, les BD, une bulle qui lui sortait de la bouche, et on écrivait dedans « Je suis un salaud ». Malheureusement, l'affiche n'était pas toujours facile à atteindre parce que c'était trop haut. Bon, je sentais bien que c'était des broutilles quand même, c'était bien, ça désénervait, mais on a commencé à se rendre compte qu'il existait des mouvements, pas tout de suite, les mouvements de résistance n'ont pas été... quand on a commencé à recevoir dans ces boîtes aux lettres ce qu'on appelle des journaux clandestins, des journaux qui étaient faits par des étudiants dans des caves ou dans des greniers, avec des vieilles presses, et ils écrivaient au contraire pour la résistance. Bon, j'ai ces journaux clandestins, je ne sais pas s'il y en a un qui va passer sur c'est Dépenses de la France. Voilà, je vous montre comment ils sont très abîmés, naturellement. Voilà un autre Défense de la France. Naturellement, c'était tout à fait interdit. On aurait été arrêté si on avait... Il y a d'ailleurs, oui, il y a un journal où il y a même une lettre du général de Gaulle. Alors, je me suis dit, vraiment, il existe des... C'est pas possible, il ne s'imprime pas tout seul. Il faut que j'arrive à trouver par où entrer dans ces mouvements. Alors, j'ai chassé. On ne pouvait pas interroger les gens, bien sûr, c'était archi dangereux. Je leur demandais s'ils étaient gaullistes ou pétinistes, comme on disait. Et puis, finalement, j'ai été un jour au cinéma avec une amie, Hélène. Ça paraît loin. Nous avons été voir un film sur le père de Foucault. Vous savez qui est le père de Foucault, qui est mort dans le désert, il s'était arrêté dans le Hogar. Il a été assassiné d'ailleurs parce que en réalité, il envoyait des renseignements
au deuxième bureau français, c'est-à-dire les services secrets de l'armée. Il envoyait des renseignements sur la mentalité des peuplades autour de lui. Il y avait et les Allemands, éventuellement, ça ne leur plaisait pas. Donc, ils ont commandité, si vous voulez, son assassinat par une peuplade africaine. Et chez nous aussi, on l'a fait assassiner. Parce que vous savez que le père de Coupeau avait été assassiné. Et comme d'ailleurs c'était à cause de cette action politique, ça a un peu nuit à son procès au moment de l'être analysé. Enfin. Et en sortant sur le trottoir à Paris, sur le trottoir du cinéma, j'ai dit à cette amie Hélène, oh, ce qu'il a de la chance, le père de Foucault, moi j'aimerais faire de l'espionnage aussi. Oh, c'est vrai, moi, t'as dit? Moi, je connais quelqu'un qui est là-dedans, beaucoup. Oh, je t'en supplie, dis-lui de venir me voir. N'oublie pas. Non, je lui dirai, reste prompt. Et c'est comme ça, j'étais rentrée en rapport avec un réseau, parce que cette amie mon amie Hélène, il me voit une première fois pour voir la tête que j'avais, probablement, voir ce qui est en train de faire confiance. On fallait quand même être très prudent. Ah. Bon, et elle m'a rien demandé ce jour-là, mais au bout de quelque temps, pas très longtemps, elle m'a téléphoné, est-ce que je peux vous voir devant la porte de la salle Pleyel, c'est une grande salle pour la musique, enfin je ne sais pas s'il y a l'équivalent à Caen. Bon. Alors j'y ai été, et là j'ai eu le choc de ma vie, parce que sans préalable, elle m'a dit, voilà, est-ce que vous pourrez partir à Toulouse? Nous étions, mettons, mardi. Est-ce que vous pouvez partir à Toulouse vendredi soir par le train de nuit? On mettait 12 heures à cette époque-là pour aller à Toulouse. 8 heures du soir, 8 heures du matin. On vous dira ce que vous aurez à faire à Toulouse et vous revenez par le train de nuit du samedi et nous aurons un rendez-vous. Je vous assure que si le ciel m'était tombé sur la tête, ça ne m'aurait pas plus étonné. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point aujourd'hui vous êtes libre par rapport à ce que nous étions à cette époque-là. Enfin, jamais j'avais pris le train toute seule encore. On était toujours accompagnés. Vous allez facilement au sport d'hiver avec une bande de garçons et de filles dont vos parents ne savent même pas le nom, par exemple. Vous êtes très libre, mais c'était pas la même chose alors. Donc, aller à Toulouse, je savais que même d'aller à Toulouse toute seule et de nuit, jamais moment à qui je ne pourrais pas ne pas le demander, bien sûr, on vivait ensemble. Et pourtant, je voulais le faire. Et je me suis dit, si je dis, ah, ma maman ne voudra pas, ils vont me laisser tomber, ils ne me demanderont plus rien. Bon, je voulais le faire. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, et j'ai dit oui, pas de problème. En me disant, je trouverais bien un prétexte, je dirais n'importe quoi, mais je veux le faire. Bon, eh bien, il faut que vous connaissiez votre chef. Est-ce que vous pouvez venir dîner au restaurant avec nous demain, à tel endroit? Encore autre chose que j'avais jamais fait toute seule, bien sûr, d'aller au restaurant. Bon, je suis rentrée à la maison. Il y avait la rue à traverser parce que nous habitions en face. Et je me suis dit d'abord l'affaire du restaurant, je parlerai après de Toulouse. Bon, j'ai dit à un moment que j'allais dîner chez mon amie Hélène. Et heureusement, j'allais toujours à bicyclette, j'étais assez libre. Bon, et là, j'ai été au restaurant, j'ai rencontré celui qui m'était mon chef, qui s'appelait Hubert. Et puis, cette personne qui était venue me voir,
qui avait pris un faux nom. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Madame Poirier quand elle était venue. Là, elle m'a dit, maintenant, vous m'appelez Eliane. Bien. Nous étions tous les trois dans ce restaurant très... Pour vous représenter, pendant la guerre, il y avait beaucoup de restrictions alimentaires et il y avait ce qu'on appelait le marché noir. C'est-à-dire qu'en payant plus cher, on pouvait quand même avoir plus de viande. On avait des tickets de viande, des tickets de pain, des tickets de sucre, des tickets d'huile pour la nourriture. Mais au marché noir et dans les restaurants qui faisaient du marché noir, on payait plus cher probablement et on mangeait comme on voulait. Alors, pendant ce dîner, on m'a dit, alors maintenant, comment est-ce que vous allez vous appeler? On n'a pas encore réfléchi à ça. J'ai donné plusieurs noms qui me venaient à l'esprit. Non, ça n'allait jamais parce que j'étais déjà pris. J'ai fini par me dire, voilà, je m'appelle Odile. Ma fête est le 12 décembre. À cette époque-là, ça change. Bon, je vais prendre mon carnet, mon agenda, et puis je vais remonter jusqu'à ce que je trouve un nom qui convienne. Et le 11 décembre, c'est Daniel. Je ne sais pas s'il y en a qui s'appellent Daniel ici. Alors, j'ai dit Daniel. Oh, c'est très bien, ça vous va très bien, allez. Et puis on ne peut pas savoir, ça peut s'écrire comme un garçon, une fille, etc. Bon, allez, à la santé de Daniel. Alors, donc, toute cette partie de la résistance, je l'ai faite sous le nom de Daniel. Bon, alors on m'a expliqué, Adam Hubert m'a expliqué qu'il fallait me trouver à tel endroit du quai Saint-Bernard, c'est-à-dire le quai avant la gare d'Austerlitz. C'est là où on prend le train pour Toulouse. La gare d'Austerlitz s'appelle à Paris. Que je trouverai quelqu'un sur le dernier banc du quai Saint-Bernard. Il y aura quelqu'un qui me donnera un paquet que je cacherai dans ma valise. En arrivant à Toulouse à 8, je n'avais rien à faire à Toulouse qu'aller entre midi et 2 heures dans un restaurant avec le paquet que j'aurais tiré de ma valise, d'aller rue des Tourneurs à Toulouse, au restaurant de Séville, ça s'est resté marqué, hein, et de demander la serveuse qui s'appelait Rolande. Alors elle me placerait, je mettrais le paquet sur la chaise à côté de moi, elle viendrait me servir, elle emporterait le paquet, elle en mettrait un autre à la place que je remonterais à Paris. En réalité, j'ouvre une parenthèse, c'était un service de renseignement. Le paquet que je descendais, qui était à peu près grand comme quelques livres superposés, c'était des renseignements qu'on voulait faire passer en Belgique, en Angleterre. Ils étaient tout filmés ou codés. Vous savez, oui, Hubert, Elia et Eliane faisaient partie dans le réseau de renseignement qui s'appelait le service 0. Ils faisaient partie du PCC, c'est-à-dire Poste Centrale du Courrier. Ils recevaient des renseignements, je ne sais pas par quelle organisation, de partout. Les cheminots, par exemple, peuvent envoyer des renseignements. Tel train de munitions passera dans telle gare, à telle heure, il stationnera sur telle voie, etc. Ou bien les marchands de journaux, si on dans les squares au coin des rues, peuvent aussi avoir des renseignements. Des secrétaires que les Allemands employaient dans leur bureau, même à la commandanture, souvent ils avaient des renseignements. On raconte qu'elle ramassait les papiers dans la boîte aux lettres, dans le panier, la poubelle, enfin quoi, des paniers à papier. Et elles pouvaient avoir des renseignements. Elles les envoyaient là au PCC qui faisait un trafic, je ne sais pas comment, pour les finir. Et c'était le paquet que je descendais. C'était le courrier descendant. Et le paquet que Roland mettait sur ma chaise, c'était le courrier remontant. Alors, ce trafic à Toulouse,
était fait par les Espagnols. Vous savez qu'il y avait eu une guerre civile en Espagne. Elle s'était terminée juste quand la nôtre avait commencé, en 1939. Et cette guerre civile qui avait... enfin, les révolutionnaires voulaient renverser le gouvernement, ils avaient échoué. Franco avait pris la place de chef d'État. Il a été longtemps à la tête de l'État d'Espagne, mais ça a commencé là juste au début de notre guerre à nous, en 1939. Donc, il y avait des révolutionnaires, des rouges, si vous voulez, espagnols, ceux qui avaient fait la révolution, qui étaient, enfin, comme on dit, hors la loi en Espagne, en exil, et ils s'étaient réfugiés en France, mais ils continuaient à avoir le même esprit révolutionnaire contre Franco. Donc, ils étaient bien contents de travailler pour la résistance française, parce que c'était les dictateurs, les dictateurs de l'époque. Il y avait Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne et Franco en Espagne. Alors, c'était des Espagnols réfugiés à Toulouse. Il y en avait plein à Toulouse. D'ailleurs, le restaurant de Civil, c'était la preuve. Et on parlait espagnol à Toulouse dans les rues presque autant que français. Donc, les Espagnols venaient chercher le courrier au restaurant de Séville. Il faisait passer les Pyrénées à pied, naturellement, enfin, par des chemins absolument, pas par les grandes voies, bien sûr, pas par les chemins qu'ils connaissaient par cœur. Ils avaient fait ça toute leur vie. Et ils le portaient aux Anglais en Espagne. Parce qu'alors, encore autre chose qu'il faut que je vous explique, on ne sait pas toujours, pendant toute la guerre, il y a eu, les Anglais ont été en Espagne. Parce que l'Espagne n'avait pas déclaré la guerre. L'Espagne n'était pas en guerre. Hitler avait bien essayé de tendre la main à Franco pour qu'il déclare la guerre, comme ça la France aurait été prise entre deux pays. Mais Franco n'avait pas voulu déclarer la guerre à cause de la guerre civile qui avait été trop dommageable pour l'Espagne. Il était très germanophile, c'est-à-dire ami des Allemands. Il y avait des Allemands dans toute l'Espagne qui ziotaient pour voir, parce que tous les réseaux, et surtout les jeunes, les garçons qui voulaient partir en Afrique du Nord, rejoindre l'armée, passaient par l'Espagne. C'était l'Espagne le seul chemin pour partir en Afrique du Nord. Alors, il y avait des Allemands, mais vraiment, en Espagne, il fallait faire très attention. Les Allemands étaient partout. Mais l'Espagne n'était pas en guerre. Donc, l'Angleterre était restée. Quand on fait la guerre, on déclare la guerre à un pays, on rappelle son ambassadeur. Tout de suite, les deux pays rappellent leurs ambassadeurs. Et comme il n'y avait pas eu la déclaration de guerre, il y a eu un ambassadeur d'Angleterre dans toute la guerre à Madrid. Même quelquefois, des aviateurs anglais ont traversé l'Espagne dans la voiture du corps diplomatique anglais, vous voyez, en faisant bien attention, parce que je vous dis, les Allemands ziotaient partout en Espagne pour connaître les filières, justement. Alors donc, un Espagnol, je ne sais pas lequel d'ailleurs, venait chercher le paquet de renseignements au restaurant de Séville. Il le transportait en Espagne. Il trouvait au pied des Pyrénées, à Saint-Sébastien, il y avait les Anglais, un bureau anglais, une agence diplomatique, le drapeau anglais, les photos anglaises et tout ça. Donc, il le donnait là aux Anglais et il récupérait, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, le courrier remontant qu'il rapportait encore par les Pyrénées, par des chemins clandestins. Et c'était ce paquet remontant que je recevais. C'était pas naturellement
la réponse. Il y avait sûrement du temps entre le paquet, le courrier descendant et le courrier remontant. Il y avait probablement du temps. Mais... Donc, voilà, le trafic était fait par les Espagnols, anciens révolutionnaires de la guerre d'Espagne. Alors, on m'a expliqué que j'aurais ce que j'avais à faire. J'avais que ça à faire toute la journée à Toulouse. Je reprenais le soir le train à la gare de Toulouse qui s'appelle Batabio. Et j'aurais un rendez-vous dimanche matin. Ils m'ont donné l'heure sur la place Saint-Philippe-du-Roux, à telle heure. Bon, je suis sorti du restaurant en me disant maintenant, il faut que je dise. Alors, j'ai fait quelque chose, je ne vous conseille pas. J'ai presque honte de vous le dire, parce qu'il ne faut pas que vous m'imitiez. J'ai raconté des histoires à un moment, des histoires absolument invraisemblables. J'avais fait, après le baccalauréat, j'avais fait à l'Institut catholique à Paris, l'école de bibliothécaire. Ça durait 1 an, et c'était très intéressant d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est la seule chose sur laquelle je puisse m'appuyer, parce que toutes les autres choses, je les avais faites avec ma sœur aînée, qui s'appelait Zenziel. Elle avait 18 mois de plus que moi, mais nous avions presque tout fait ensemble, même le baccalauréat. Nous étions presque comme des jumelles. Mais ça, elle ne l'avait pas fait, l'école du bibliothécaire. Alors je me suis dit, je vais inventer, et j'ai inventé, qu'on me demandait d'aller, je trouvais que c'était plus près. Pour vous, ça vous dit peut-être rien. Versailles, c'est à côté de Paris. Qu'est-ce qui se passe? Je vous enlève. Alors, j'ai inventé qu'on me demandait de créer une bibliothèque à l'hôpital de Versailles. En faisant l'école de bibliothécaire, j'avais fait un stage à l'hôpital Saint-Joseph à Paris et j'avais trouvé ça très intéressant. Alors, j'ai dit qu'il fallait que j'aille à Versailles. Si vous voulez, c'est un peu... Je sais pas, c'est pas... Comme pour Caen, je ne sais pas ce que ça représente, Versailles. Enfin, c'était à une demi-heure de train de... Et qu'il fallait que j'y aille le samedi toute la journée, mais qu'il fallait que je couche le vendredi soir et le samedi soir chez des gens pour parler avec eux, parce que comme c'était... Enfin, j'ai inventé des histoires, je ne sais pas comment ça... Maman, naturellement, m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu es obligé de coucher à Versailles? Oui, de coucher à Versailles. Finalement, je confonds Versailles et Toulouse. De coucher à Versailles, tu peux partir très tôt le matin. Enfin, j'ai menti comme une arracheuse dedans. Et maman m'a dit, bon, écoute, je te le permets pour une fois, mais j'espère que ça ne se renouvellera pas. Or, au restaurant où j'avais été avec Hubert, j'avais appris que c'était tous les samedis que je devais aller à Toulouse. Alors j'ai dit, écoutez, peut-être qu'au début, tout de même, il faudra que j'y retourne un peu plus souvent. Enfin, vous voyez, c'était horrible. Et ça, j'aime autant vous dire qu'autant j'étais contente de faire quelque chose de sérieux, je sentais que c'était sérieux ce que je faisais, que ça valait la peine, autant j'ai été malheureuse à la maison. Quand je revenais de Toulouse, il fallait que j'invente, parce qu'on me disait alors raconte maintenant, enfin vous voyez les gens. J'étais très très malheureuse et j'étais presque toute la semaine, j'y pensais. Je pensais à ce vendredi soir où il fallait que je parte à Toulouse. Bon. Enfin, je vais vite parce que j'ai fait ça pendant quelque temps, je sais pas, quelques mois. Et puis un jour, quand je suis arrivée au restaurant, une autre servante m'a dit « Roland a été arrêté. Et les Espagnols vous font dire de remporter le courrier. » Alors j'avais presque commencé à dîner, j'étais obligée de rester parce que ça aurait paru bizarre que je m'en aille.
mais je m'attendais à voir la Gestapo qui rentrerait par la porte. Je suis rentré à Paris et quand j'ai dit à Toulouse, à Hubert, que Roland avait été arrêté, il m'a dit « Oh là là, ma petite Danielle, il ne faut plus retourner à Toulouse, bien sûr, et même il ne faut plus nous voir, parce que la Gestapo vous savez sûrement que vous alliez au restaurant tous les samedis, elle ne vous a pas arrêté exprès pour vous filer et pour que vous les conduisiez jusqu'à nous. Alors il ne faut plus nous voir. Au revoir et merci. » Bon. Alors j'ai très bien compris, mais j'étais un peu désolée parce que j'avais pris l'habitude, enfin, et le temps avait marché. J'étais un peu, à ce moment-là, on parlait davantage avec ses amis de réseaux de résistance ou de choses comme, parce qu'il y avait des gens qui étaient arrêtés, on ne savait pas pourquoi, etc. Enfin, on en parlait davantage qu'au début où c'était le grand, grand silence. Et une de mes amies, une autre amie, Jacqueline, un soir après une vente de charité, une espèce de vente de charité pour jeunes filles de bonne famille, bon, en rangeant le comptoir du soir, elle m'a dit « Est-ce que tu voudrais pas faire partie d'une ligne d'évasion ?» Oh, j'ai dit « Si, bien sûr. » Surtout que je ne savais absolument pas qui fallait faire évader, des prisonniers, des n'importe. Mais j'ai dit oui, parce que ça m'ennuyait de ne rien faire. Alors, bon, bah, tu n'as qu'à aller devant l'église Saint-François-Xavier dimanche prochain, tu verras un garçon. Bon, j'ai été à l'église Saint-François-Xavier le dimanche. Il y avait deux autres filles, je savais qu'elles étaient là pour la même chose que moi, ce qui est visible. Et en effet, il y a un garçon qui est sorti de l'église, là, il avait assisté à la messe du dimanche. Il nous a vus toutes les trois, il a compris tout de suite qu'on était là pour ça. Alors, il s'est approché, il a dit « Moi, je m'appelle Jean-Jacques. Comment est-ce que vous allez vous appeler ?» J'ai dit « Jeanne », je ne sais pas pourquoi j'ai dit « Jeanne ». Et les autres ont dit je ne sais plus quoi. Bon, quelle est celle de vous trois qui peut venir demain matin avec moi en Belgique, à la frontière belge? Moi, j'ai dit tout de suite. Bon, eh bien, soyez à la gare du Nord, devant le guichet des billets internationaux, à 8 h du matin. J'aurai pris votre billet. J'ai oublié de vous dire au début, naturellement, quand on me demandait d'aller à Toulouse, on me donnait le billet, enfin on payait. Je n'aurais pas pu faire ça en demandant de l'argent à maman. Je ne travaillais pas, je n'avais pas d'argent de poche. Naturellement, on m'a dit, pour les frais, pour l'argent, etc., on vous donnera ce qu'il faut. Alors, donc Jean-Jacques m'a donné rendez-vous. Je suis rentré à la maison à bicyclette en me disant, la vie est devenue tellement difficile avec ces mensonges que je fais. Il faut maintenant que je dise la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. J'étais décidée à dire la vérité à maman, parce qu'en effet, quand je lui ai dit il faut que je parte demain, ah, encore le lundi, non seulement le vendredi, mais aussi le lundi, c'est pas possible, je vais voir quelqu'un de ta boîte là. Alors là, j'ai dit maman, il faut mieux que je vous le dise, je fais des choses contre les Allemands. Et moi qui avais l'intention de tout dire la vérité, maman m'a dit « Ah, bon, bah, j'espère que quand tu vas à Versailles, tu loges tout de même, c'est des gens bien. » Ah, je me suis dit, si elle croit que c'est Versailles, j'aime autant. C'est aussi bien que de lire que je vais à la frontière belge, surtout que je ne sais pas ce que... J'ignorais absolument ce qu'on allait y faire. Alors, à partir de ce moment-là, ça a été beaucoup mieux à la maison parce que je pouvais arrivé en retard de 24 heures même, comme il y avait des tas d'ennuis avec la SNCF parce que les Anglais préparaient le débarquement, ils bombardaient toutes les voies ferrées françaises, les trains s'arrêtaient en pleine route et puis ils lâchaient comme...
Donc, ça a été très... Alors, alors, maintenant, je vais vous expliquer. J'ouvre une parenthèse, je vais vous expliquer ce réseau dans lequel je suis rentré. Je crois qu'il y en a qui le savent déjà parce qu'elles ont lu ce que j'ai écrit. C'était le réseau Comet. Si vous allez en Belgique, vous pouvez parler du réseau Comet. Ça, c'est connu comme Jean Moulin chez nous. C'est quelque chose de... Et je vous dirai tout à l'heure, si j'ai le temps, pourquoi ça s'appelait le réseau Comet. Alors, il y avait les Anglais, n'est-ce pas, étaient encore en guerre. C'était les seuls à continuer la guerre. Ils allaient bombarder. Ils partaient de leur aéroport, là, au bord de la mer, et ils allaient bombarder en Allemagne et quelquefois même en France ou dans les pays alliés aux Allemands. Naturellement, dès qu'ils passaient le détroit, le Channel, le Pas-de-Calais, les chasseurs, la DCA, c'est la défense contre avion française. Les Allemands appellent ça je ne sais plus comment. Enfin, c'est pas grave. Pareil, à peu près. Et alors, dès que les avions passaient le détroit du Pas-de-Calais, la DCA allemande, si vous voulez, se mettait en chasse et souvent, elle atteignait les avions. Je me rappelle avoir vu les avions tomber comme une torche enflammée et on se dit en voyant ça, mon Dieu, les pauvres types qui sont dedans, ils sont complètement cramés. Eh bien non, pas toujours. Parce que heureusement, ils pouvaient se jeter en parachute. Alors, il y avait comme ça des Anglais, ou des Américains, ou des Canadiens d'ailleurs, qui tombaient, ils ne savaient pas où d'ailleurs, et qui se cachaient, mais ils étaient en uniforme, et le réseau Comet, enfin qui avait été fondé par une jeune Belge qui s'appelait Dédé, qu'on appelait Dédé, essayait de détecter là où ils étaient. Je vous expliquerai peut-être si j'ai le temps comment ils savaient, et on les aidait à rentrer en Angleterre, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais pas si vous avez vu un film à la télévision qui s'appelle La Grande Vadrouille. Beaucoup, il passe assez souvent. Moi, je le regarde même plusieurs fois parce que il y a au début une image qui passe un peu inaperçue. Les gens s'intéressent surtout à la promenade de, comment il s'appelle, qui balade ses Anglais à travers la France. Comment il s'appelle, le rigolo, là, enfin. Ruth Funès, et puis l'autre, oui, ça, et Bourvil. Bon, mais au début de ce film, il y a quelque chose de bien trouvé, comment dirais-je, oui, ça se passe encore dans l'avion anglais. L'équipage est déjà prêt à sauter. Ils ont mis leur ceinture pour le parachute, etc. Et ils demandent au pilote où est-ce que nous sommes. Et le pilote montre avec son doigt sur la carte de France la ville de Dunkerque. Ah bon, ben c'est bien, nous ne sommes pas loin. Mais à ce moment-là, on voit par le hublot de l'avion la tour Eiffel, les Champs-Élysées, le Champ de Mars, ce qui veut dire, c'est un gag si vous voulez, ce qui veut dire que le pilote ne savait même pas, lui qui avait tout de même, qui devrait savoir, mais il avait fait tellement de zigzags dans le ciel pour échapper aux chasseurs, probablement, qu'il avait perdu là. Donc, ce gag, moi, je trouve ça très bien trouvé. Et c'est pour vous dire que les aviateurs qui tombaient ne savaient absolument pas où ils étaient. Ils pouvaient être à la frontière russe. Alors, ils marchaient. Ils avaient naturellement sur eux un kit, on n'appelait pas ça comme ça à cette époque-là, de sûreté, de secours, si vous voulez, dans lesquels il y avait certaines choses pour les aider. Donc, quand ils arrivaient au sol,
ils se débarrassaient de leur parachute, ils l'enterraient ou bien ils le recouvraient avec des branchages. Ils s'y flottaient pour savoir s'il n'y avait pas des copains qui étaient tombés dans les environs, parce que forcément, ils tombaient du même endroit, ils pouvaient. Donc, ils essayaient de se réunir, plus ou moins. Et puis, grâce à ce qu'ils avaient dans leur kit, il y avait une petite boussole, toute petite. Malheureusement, j'en avais une, mais j'ai perdu. Il y avait quelques objets. Je ne sais pas si je vais vous les montrer. Je vous les montre d'abord, et puis après ça, par exemple. Sandra, vous voulez que je la montre à l'écran là-haut? Oui, ça, vous voyez, c'est des pilules pour rendre potable n'importe quelle eau qu'ils rencontraient en marchant. Parce que il y a une... On le voit, oui. Alors, il y a écrit dans le petit... À côté des petites pilules, il y a on dit si l'eau est très polluée, il faut mettre 2 pilules. En anglais, c'est écrit naturellement. Et il y a écrit avaler. Use à la fin, la dernière ligne, useless with sea water, c'est-à-dire sans usage avec l'eau de mer. Alors, ils pouvaient boire l'eau, ramasser de l'eau dans les ornières ou bien dans les cours de ferme, etc. Manger, ils mangeaient des pommes de terre crues dans les champs ou des betteraves. Ils frappaient à la première maison ou à la première ferme qu'ils rencontraient. Et puis, en Belgique, après, quand ils savaient qu'ils étaient en Belgique, évidemment, quand ils étaient en Allemagne, ils marchaient toutes les nuits, ils se cachaient le jour, et grâce à des cartes, je ne sais pas que ça donnera quand on va les passer, mais je vais vous les montrer comme ça. Ça, ce sont des cartes en espèce de nylon ou de soie, sont très abîmées malheureusement, mais ce sont des vrais. Vous voyez, c'est du tissu. Regardez. Et c'est une carte, une des deux côtés, une carte très détaillée. Je ne sais pas, vous pouvez essayer de la montrer, mais attention, hein, c'est très, très fragile. Il y en a au mémorial de Caen, d'ailleurs, sûrement, si vous allez visiter. Et c'est de l'étoffe, hein. Merci. Enfin, maintenant, vous avez vu que c'était... Attention à la... Bon. Il vaut mieux montrer un peu que si chiffonné. Bon, vous voyez, ce sont des cartes de précision, d'ailleurs, presque des cartes d'état-major. J'avais vu que c'était de l'étoffe. J'en ai 2 comme ça, aussi abîmées l'une que abîmées par le temps. Voilà, vous voyez ce que c'est. Et c'est vraiment des cartes très, très détaillées. Les plus petits villages sont marqués. Alors, oh, ça va bien. Il faut les remettre dans les mêmes plis, sans ça. Bon, ça va? Alors, ils frappent à une maison quand ils arrivent en Belgique, pas en Allemagne, évidemment. Et on les casse, mais il faut savoir où ils sont, naturellement. Alors, c'est là où quelqu'un de notre réseau, du réseau Comète, venait voir, leur poser des questions. On téléphonait, on parlait par radio à Londres, parce que tous les réseaux de renseignement avaient des radios clandestines. On parlait avec Londres pas longtemps, pas plus de 3 minutes, parce que les Allemands arrivaient à vous détecter. Et quand on savait qu'ils étaient vraiment de la RAF, c'est-à-dire de la Royal Air Force, ou bien de l'AAF, non, je crois que c'était USAF, c'est-à-dire les États-Unis Air Force, alors on s'occupait d'eux, on leur faisait des fausses cartes, parce que justement dans leur kit, ils avaient des vraies cartes d'eux en civil.
J'en ai une là, celle d'un Anglais. Ils tombaient en uniforme, mais naturellement, il fallait changer leur uniforme. Alors, ils avaient aussi dans leur kit des ciseaux et des fils. Ils pouvaient, avec les ciseaux, couper leurs boutons dorés, leurs boutons militaires, découdre les insignes RAF qu'ils avaient sur le cœur et tout ça. Il y avait des aiguilles tout enfilées d'avance, avec des vrais boutons de veste d'homme. Et ils pouvaient, quand ils avaient coupé leurs boutons, recoudre des boutons ordinaires en étant je ne sais pas quoi, en émail. Bon, enfin, il y avait... Donc, on leur faisait des fausses cartes d'identité avec, si vous voulez, la carte d'un aviateur que j'ai passé et qui avait des cartes. Il n'aurait pas dû me la donner d'ailleurs, mais après, ce n'était pas toujours comme ça. Et quand ils étaient prêts, on allait chercher et on les rassemblait. Enfin, je crois que c'est un des premiers que j'ai passé. C'est un Anglais, un aviateur, qui était en uniforme et à qui on avait donné au départ une carte, une photo en civil, naturellement. Bon. Et alors nous, on les fait, je ne sais pas pourquoi Dédé avait créé ce réseau à travers les Pyrénées, traverser toute la France et aussi avoir un guide basque pour traverser. Ça aurait pu être, on pourrait aussi les faire partir de Bretagne par des petits bateaux et tout ça, mais elle avait préféré le train. Dans le train ordinaire, les aviateurs, nous les appelions les boys, parce qu'il y avait des Anglais, des Américains, etc. Et c'était plus simple, les boys. Alors, ils prenaient il fallait un guide, naturellement, qu'on appelait un helper aussi, parce que du verbe to help, aider. Donc, ils arrivaient en Angleterre, alors là, bien sûr, ils étaient tout de suite pris à l'ambassade d'Angleterre. Bon, alors, j'ai retrouvé Jean-Jacques, je ferme parenthèse, j'ai retrouvé Jean-Jacques le lundi matin au guichet des billets. Il m'a expliqué tout ce que je viens de vous dire, mais j'ai rien compris d'ailleurs. Dans le train, on était toujours dans le couloir. C'était les vieux trains, avec les couloirs et les compartiments. Quand on est arrivé, c'était le train pour Lille. Alors, quand on est arrivé à Lille, nous avons déjeuné d'abord à la gare. Et puis, il m'a dit, maintenant, je vais vous faire des visites parce qu'il faut que vous connaissiez ces gens. Et si c'est moi qui dois vous les présenter pour vous. Alors, on a été voir différentes personnes. Même un garçon qui vendait des casseroles au sous-sol d'un grand magasin et qui était dans le réseau, il aidait, je ne sais pas comment. Alors, à tous, il leur disait, je vous présente Jade. Vous pouvez avoir aussi confiance en elle qu'en moi. Je me disais, mon vieux, on se connaît depuis ce matin. Enfin, nous avons été voir un photographe, etc. Et nous avons été dans la gare de Lille, au premier étage, le long du couloir, il y a des bureaux de gens qui travaillent à la SNCF. Nous sommes entrés partout, dans tous les bureaux. Partout, Jean-Jacques a dit, je vous présente Jade, vous pouvez avoir aussi. Et quand la SNCF a failli avoir un procès, il y a quelques années, on lui a intenté un procès parce qu'elle avait conduit les déportés dans les camps. Bon, moi j'ai écrit, et j'ai dit, écoutez, voilà mon témoignage, je peux vous dire qu'à la gare de Lille, ils étaient tous dans la résistance, et bon, on m'a remercié quand même. Ça m'a frappé. Dans tous les bureaux de la gare de Lille, ils étaient tous dans la résistance, dans le réseau Comète. La SNCF a eu un très grand rôle dans la résistance. Bon, alors, il faut encore que j'explique autre chose. Ça aurait été trop simple que les boys
rassemblés un peu à Bruxelles chez des logeurs, des gens qui les logeaient très courageusement. Ça aurait été trop simple de prendre le train à Bruxelles et d'arriver à Paris. Mais au poste frontière qui s'appelait Feigny, les Allemands avaient placé des agents à eux derrière ceux qu'on appelait les gabelous, au contraire, ceux qui vérifiaient les billets et tout ça. Et les Allemands posaient des questions en français à tous les hommes pour savoir si vraiment ils étaient, comme ils disaient, ouvriers en Belgique, alors ils habitaient en France, etc. Ils voulaient savoir si vraiment c'était tous des gens du pays. Donc, c'était impossible de passer à Feigny. Nos boys ne savaient pas un mot de français, jamais. Alors, Jean-Jacques avait institué les passes. Les passes, c'était, vous voyez, la frontière belge, belgo-française, était autour de l'île. Il y en avait 6 passes pour ne pas utiliser toujours la même. C'était un village en Belgique, tout près de la frontière, dans lequel on a trouvé une maison qui était d'accord pour faire partie du reste. Par exemple, Rhume en Belgique. En face, tout près de la frontière, si possible, 4-5 km entre les deux, le village Bachy. Alors, les boys arrivaient à Rhume en Belgique un soir, les convoyeurs ou les helpers venaient dans le village français de Bachy, juste en face. Allez, on va me donner à boire. Merci. Bon, merci. Les boys, donc nous prenions le train pour Lille, de Paris à Lille, et à Lille, un autobus pour Bachy. Je vais vous raconter plutôt la première passe, que j'ai faite. Ce sera plus simple. Donc, Jean-Jacques, après m'avoir emmené de faire des visites, nous avons été prendre l'autobus sur une place où il y avait tous les autobus qui partaient dans toutes les directions. C'est souvent comme ça, il y a une gare routière. Alors, nous sommes montés ce jour-là, nous sommes montés dans l'autobus de Bachy. Naturellement, il y avait plein de monde, on était des ballots de marchandises, etc. Puis les gens descendaient au fur et à mesure. À la fin, nous étions les derniers dans l'autobus, puisque nous allions à la frontière, à Bachy. Alors, à Bachy, je crois que nous étions seuls dans l'autobus. Pour ça qu'il en fallait 6, parce que si, comme on faisait ça plutôt 3 fois par semaine, le conducteur, le chauffeur nous aurait bien repérés. Donc, on variait les passes. Alors, à Bachy, Jean-Jacques me fait descendre, il me dit « Maintenant, regardez bien parce que vous serez toute seule la prochaine fois. » Alors, on traversait tout le village, presque jusqu'au bout, et puis à la dernière maison, on l'a frappée, il y a une femme qui nous a ouvert. Le patron n'est pas là. Ils étaient le chef de la douane du secteur. C'était bien trouvé. Et c'était en même temps le passeur, celui qui allait nous faire aller de l'autre côté. Bon, alors, il y avait un petit garçon, René, qu'on a aidé à faire ses problèmes de l'école. Et puis, le patron est arrivé, un grand costaud, Maurice Bricou. Jean-Jacques m'a présenté. Alors, je m'appellerai toujours. Il m'a regardé, des pieds à la tête. Maurice Bricou, mais ma petite, ça va pas ce que vous avez sur le dos aujourd'hui? C'est beaucoup trop clair. Ça va se voir tout à l'heure dans la plaine. Alors, il a été à côté, il a rapporté une cape bleu marine ou noire qui m'a mise sur le dos.
Et puis vos souliers, mais c'est impossible. Bon, il a été chercher des bottes de caoutchouc, et puis il a regardé pour la tête, il a dit à Jean-Jacques, allez, maintenant on peut y aller, la lune s'est cachée, on peut y aller. Alors nous sommes sortis par la porte du fond de la maison, vers le poulailler, là. Nous étions tous les trois à marcher dans la plaine. Il y avait Maurice Bricou devant, moi au milieu, Jean-Jacques derrière. Ah, je me rappellerai toujours ce moment. J'avais l'impression de vivre une espèce de film, de roman policier, je sais pas. Et en même temps, je me disais, mais c'est exactement comme ça que je m'imaginais quand j'étais petite, qu'on pouvait faire la guerre quand on était une fille. J'avais lu La guerre des femmes d'Antoine Redier, qui racontait l'histoire de Marie-Louise Louise de Béthigny, qui faisait exactement la même chose. Et naturellement, à Metz, on lisait beaucoup de livres comme ça. Bon, c'était vraiment magique, si vous voulez, extraordinaire. Et nous sommes arrivés devant deux rangées de fils de fer barbelés, avec de l'eau qui coulait au milieu. Maurice m'aide à passer la première rangée. Et puis après, il me dit, maintenant, il faut marcher dans l'eau pour que les chiens perdent notre trace. Alors, on a marché dans l'eau pendant 100 mètres. Et de l'autre côté, nous sommes ressortis. Nous étions en Belgique, peut-être. On a encore marché 2-3 kilomètres jusqu'à ce qu'on trouve le village de Rhume, le premier village, dans le noir absolu. Tout ça, c'était naturellement noir. Et Maurice Bricou m'a dit, je vais aller frapper au volet de la porte où je sais qu'ils se tiennent. On viendra vous ouvrir si tout va bien. Sinon, il faudra partir très vite. Bon, il a été frappé, on est venu nous ouvrir. Nous sommes entrés, je me rappellerai toujours, je vous dis, dans une pièce abondamment éclairée. Il devait y avoir naturellement des papiers de journaux ou je ne sais pas quoi dans toutes les formes de volets pour qu'il n'y ait pas une rainure de lumière qui passe à l'extérieur, parce que c'était ce qu'on appelait pendant la guerre le blackout. Et il ne fallait pas qu'aucune maison ne laisse passer de la lumière. Et la pièce était pleine de monde, parce que les Belges, ils trouvaient ça tellement rigolo de recevoir pendant la guerre des aviateurs anglais, que ce jour-là, ils invitaient les voisins, les cousins, les amis. Donc, il y avait plein de monde. Et malgré tout, il y avait, tout de suite, on les voyait, 4 boys qui n'étaient pas du tout comme les autres. Ils n'avaient pas l'air de paysans ni de fermiers. Ils étaient des grands blancs, ou plutôt rouquins, habillés un peu n'importe comment, parce qu'on les avait habillés avec ce qu'on avait. Et puis un air complètement ahuri, ils ne comprenaient rien de ce qui se passait. Alors Jean-Jacques les fait asseoir comme ça, devant lui. Il y avait une table, il se met à côté de moi. Il me demande, vous parlez anglais? Moi, je parle flamand. Alors, alors vous allez traduire maintenant ce que je dis. Alors on dit aux Anglais, ils étaient des Anglais ce jour-là, ça aurait pu être des Américains. Bon, ce soir, nous allons passer en France. Vous nous rendez vos cartes d'identité belges. Voilà vos nouvelles cartes d'identité françaises. Tâchez de les apprendre par cœur. Ça ne servait à rien du tout, parce que vous comprenez. Bon, vous aurez des guides. Quels sont ceux de vous 4 qui veulent rester ensemble? Alors, vous 2, votre guide, ce sera mademoiselle. Et il montre une fille. En réalité, nous étions là au café de la gare. Et c'était la fille du patron. Le patron s'était mis avec sa famille sur la droite, là. Et il y avait une jeune fille à peu près le même âge que moi, exactement. Bon, qui a pris comme nom Henriette, je crois. Bon, alors vous 2, vous irez avec mademoiselle, et vous 2, vous irez avec mademoiselle. Naturellement, vous ne leur parlez pas, même pas en anglais. Vous ne les perdez jamais de vue. Dans la gare du Nord, demain,
surtout, vous les suivez pas comme des toutous, mais vous ne les perdez pas de vue. C'était très, très prudent, mais difficile. Bon, qu'est-ce qu'on leur disait encore? Je ne sais plus. Alors, ben voilà, maintenant nous allons rentrer en France. Vous dites au revoir aux gens qui vous ont conduit jusqu'ici. Alors, ils disent au revoir naturellement aux guides. C'était toujours des étudiants qui les avaient amenés jusque-là. Et puis, ils embrassent tout le monde dans la salle, des grandes claques dans le dos. On se reverra après la guerre. On ne savait pas notre adresse. Enfin. Et nous, Henriette et moi, nous prenons nos 2 boys et nous repartons, nous refaisons le même chemin. Naturellement, pour l'eau, ils étaient obligés d'enlever leurs chaussettes et leurs souliers. Et puis on retourne au village de Bachy, où Madame Bachy, Madame Bricou, nous avait préparé un peu un dîner, parce on n'avait toujours pas mangé. Et là, c'était pas la même atmosphère qu'en Belgique. Elle avait tellement peur, Madame Bricou, qu'elle baissait la lampe jusqu'au ras des assiettes. Il n'y avait personne d'autre que nous. Elle-même, elle ne se couchait pas la nuit où il y avait des boys comme ça. Elle passait la nuit assise sur un fauteuil près de son fourneau. Bon, enfin tout de même, là, on pouvait un peu parler quand on était seul. Et je vais vous dire quelque chose. Il n'y a peut-être pas très gentil pour les Américains, mais une fois j'étais seul avec, je ne sais pas pourquoi, il n'y en avait que 2, avec les 2 Américains. Et l'autre guide. Et les Américains là me disent, mademoiselle, on voudrait vous poser une question. Bon, ben allez-y. C'est un peu gênant. Non, non, allez-y, courage. Bon, alors nous, en Amérique, on se demande combien vous êtes payé. C'est quoi? Vous vous imaginez qu'on est payé? Non, mais c'est pas possible quand même. Eh bien, c'est la mentalité, paraît-il, en Amérique, tout se paye. Alors, il voulait savoir si c'était 5 000 $, parce que c'était très dangereux, ou bien 50 centimes, vous voyez. Alors, j'ai essayé de leur expliquer en anglais que c'était entièrement bénévole et gratuit, qu'on faisait ça parce qu'on était patriotes. Et je ne sais pas s'ils ont compris. Enfin, je crois que maintenant, ils ont compris parce qu'on continue à se réunir, figurez-vous. Tous les ans, il y a une réunion à Bruxelles. Ils ne sont pas très nombreux à être des vrais aviateurs, mais il y a les fils ou les petits-fils qui viennent. De même, les conducteurs, enfin les helpers. Il y a la famille qui vient et c'est un club très, très sympathique. Alors, après avoir un peu mangé, les boys montent au premier étage. Ils devaient coucher par terre, s'allonger sur le parquet, je ne sais pas, parce qu'il n'y avait pas de lit pour tout le monde. Henriette et moi, elles ont partagé le lit du ménage. Monsieur Bricou était monté avec les boys et Madame Bricou était à côté de son fourneau. Et le lendemain matin, il fallait faire une marche jusqu'à, comment ça s'appelait, Sizouin, pour prendre un train qui nous conduisait à Lille pour l'express de Lille-Paris. Donc, alors là, il y avait une marche, j'aimais beaucoup, très tôt, à 6 heures du matin, après avoir pris un petit déjeuner rapide. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un problème? Non? Bon. Il y avait plus que 3 kilomètres à faire et nous étions seuls sur la route et nous chantions. Nous étions 6 jeunes, les 4 boys et Henriette et moi. Et on s'est dit, si nous marchons tous les 6 en silence, les bras le long du corps, c'est pas normal. Il vaut mieux avoir l'air de jeunes qui reviennent d'une fête de village. Alors, nous avions décidé de chanter.
On leur demandait de chanter en anglais. C'est l'anglais tout est rare, par exemple. Et la première fois, les Anglais m'ont demandé de chanter la Madelon. Heureusement, je le savais. Bon, donc on prenait le train à Sisoin, un train plein de gens du pays. Nous n'avions pas la tête de l'emploi. On faisait semblant de dormir. C'était un train, vous savez, avec les banquettes de bois pour les ouvriers, enfin. Un train, je ne sais plus comment. Et puis, arrivé à Lille, Henriette m'a dit la première fois, maintenant, tu vas laver tes souliers aux toilettes. Parce que les gens qui prennent l'express Lille-Paris ont des souliers bien propres, les nôtres sont dégoûtants. Alors, il faut aller laver tes souliers, aux toilettes. Alors, avec les boys, on allait 2 par 2 laver nos souliers. Je leur achetais Paris Match, Paris Match, mais c'était très, très pro-allemand, naturellement. Oh, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Quand j'étais arrivée avec Jean-Jacques la veille, toute seule, avec lui, il m'avait dit, maintenant, vous prenez votre billet pour demain. Et demain, quand vous reviendrez avec les boys, vous prendrez leur billet à eux. Comme ça, les numéros des billets seront très loin l'un de l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des numéros sur les billets. Et si on prenait 4 billets ou 3 billets pour Paris, on a numéro 4500, 4501, 4502, etc. Et justement, si on voyage ensemble dans le train, ça prouve qu'on est ensemble. Alors, je prenais donc le billet des boys. J'avais en principe déjà pris le mien pour l'anglais. Et puis, le train arrivait, toujours plein, il fallait toujours être dans le couloir. Jamais je n'ai fait Lille-Paris assise. Toujours été dans le couloir. Parce que le train se formait à Tourcoing. Roubaix-Tourcoing, je ne sais pas. Donc, les Anglais de Londres nous avaient dit, vous mettez les boys dans un wagon et vous allez dans un autre. Mais ça, c'était pas possible. Henriette m'a dit, non, moi, je ne peux pas obéir. Je les reste avec eux. Ils font trop de bêtises, ils sont tout seuls. En effet, quand le contrôleur passait, au lieu de donner leur billet de train, ils donnaient leur carte d'identité. Et puis, quand celui qui voulait le billet de train, il donnait au contraire leur billet de train à ceux qui voulaient contrôler les identités. Alors, on les gardait à côté de soi. Henriette s'en allait dans un wagon, bien sûr, avec les chiens, moi dans un autre, mais j'en gardais un à droite et un à gauche. Et je me demande, par exemple, le monsieur, le voyageur qui était là, disait, est-ce que vous avez du feu, monsieur? Je me précipitais avec un briquet. Par là, on disait, à quelle heure est-ce que nous arrivons à Lille? À 8 heures, monsieur. Enfin, je me dépensais pour remplacer eux, vraiment. Il ne fallait pas qu'ils disent un mot, ils ne savaient pas parler français. Arrivé à Paris, ça, moi, je trouvais ça le plus dangereux dans la gare du Nord à Paris, parce que on descendait sur le quai, et puis on enfilait le quai, et au bout, il y avait encore un contrôle. Et ces deux types, vraiment, ces deux types habillés un peu n'importe comment, parce que qui n'avaient pas le moindre bagage, alors qu'ils avaient toujours entre 20 et 25 ans. Les bras le long du corps, un air en riche comme je sais pas quoi. Enfin, il n'y a jamais eu d'ennui à la gare du Nord, mais vraiment, je me suis dit souvent, si j'étais dans la Gestapo, je me mettrais là et j'arrêterais tout de suite les clandestins. Pas le moindre bagage. On aurait pu leur acheter des porte-documents, par exemple. Alors, ensuite, on montait dans le métro et il fallait que je les conduise au Cerne, enfin, ça vous dit rien, à côté du parc Monceau, chez une concierge, Madame Stassard, qui malheureusement est morte en déportation. Elle recevait dans
loge de concierge, c'était même pas tout à fait comme les gardiennes d'immeubles d'aujourd'hui. Il y avait une porte sous le voûte avec une petite lucarne, et puis les gens qui passaient demandaient le docteur Intel, 4e gauche. C'était vraiment vide. Elle recevait autour de sa table tous les aviateurs qu'on lui amenait. Là, je ne pouvais pas rester parce qu'il ne fallait pas que je rencontre celui qui viendrait les chercher pour aller le soir à la gare d'Austerlitz prendre le train pour les Pyrénées, pas pour Bayonne. Donc, je leur disais au revoir et bonne chance. Et puis, je rentrais à la maison, qui était à 3 pas d'ailleurs. Voilà. Alors, ça se passait. Je ne vous raconte pas comment ils passaient les Pyrénées et tout ça, je n'ai pas le temps maintenant. Malheureusement, il y a eu un traître. Enfin, je ne dirais même pas que c'est un traître, parce que c'est un type qui faisait ça par conviction. Il était un noir, comme disaient les Belges. Il était convaincu qu'il valait mieux avoir les Allemands que les Russes. Comme disaient d'ailleurs certains Français qui étaient d'extrême droite, Hitler vaut mieux que Staline. Vous voyez ce que je veux dire? Vos professeurs vous expliqueront si vous ne comprenez pas. Hitler vaut mieux que... Et alors, ce type, qu'on a d'ailleurs fusillé après la guerre, était convaincu qu'il valait mieux que les Allemands gagnent plutôt que les Russes. Alors, il était contre la résistance et il dénonçait la résistance. Donc, je ne dirais pas que c'est un traître. C'est un type qui avait l'esprit faux. Pour moi, c'est tout. Bon, enfin, bref, il avait fait semblant de vouloir conduire des boys. Il l'avait réussi et on lui en avait confié d'autres. Et c'est là qu'il a été nous vendre à la Gestapo. Donc, j'étais dans le train avec 2 types, 2 Anglais. J'étais seul aussi. Et tout d'un coup, entre Douai et Arras, j'entends présenter vos cartes d'identité pour le contrôle allemand. Mon sang ne fait qu'un tour. Je regarde, je vois des types vraiment la Gestapo, pas les gendarmes allemands qui étaient braves en réalité. On pouvait les avoir. Enfin, la vraie Gestapo, le chapeau mou, en kaki. Alors, ils arrivent sur nous. Je tends ma carte d'identité. Ah tiens, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Enfin, tout ça. Ils la regardent à peine, ils me la rendent. Le type qui était à ma droite tend sa fausse carte. L'Allemand la garde. Comment vous appelez-vous? Et d'autres de la Gestapo demandent à celui qui était à ma gauche la même chose. Il garde la carte. Comment vous appelez-vous? En réalité, à cause du traître ou du faux traître, les Allemands savaient qu'il y aurait dans ce train 2 aviateurs anglais et ils nous cherchaient depuis Lille. Ils avaient fait tout le train depuis Lille, probablement, et ils ont tout de suite compris que c'était ceux-là qui cherchaient. Alors ils les ont fouillés, naturellement. On arrivait à Arras. Ils ont appelé la milice d'Arras, ils ont fait garder le wagon, bouclé aux 2 bouts, pour que personne ne descende. Ils ont fait passer les boys devant moi. Là, ils ont été épatants, ils savaient que j'en étais malade. Moi, vous comprenez, mais je devais surtout pas me faire arrêter. On m'avait fait on m'avait dit, ne vous faites pas laisser arrêter un innocent à votre place, parce que lui pourra arriver à se disculper et il sera peut-être libéré. Mais si vous parlez, si vous êtes torturé, tout le réseau sera fichu. Alors il fallait surtout pas me faire arrêter. Mais vraiment, j'avais pris un air curieux comme les autres voyageurs. Je regardais ce qui se passait, mais j'en étais malade. Et les boys sont passés devant moi en me regardant un tiers de quart de minute, 2 secondes, d'un air de dire bon courage et merci.
En tout cas, ils sont revenus. Hein. Ils ont été mis en prison, naturellement, mais pas en déportation, dans une prison militaire, comme les camps. Et ils sont revenus après la guerre. Bon, et alors les Allemands ont refoulé dans les compartiments tous les gens qui étaient dans le couloir. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'était le 4 janvier 1944. C'était le retour des vacances de Noël et les gens n'avaient pas pu monter en seconde. Ils étaient montés en première, comme moi d'ailleurs. Le contrôleur était passé, il avait demandé les suppléments. J'avais ramassé les billets des boys. Et ça, c'est une idiotie, mais c'était pas formé pour être espionne. 3 suppléments, s'il vous plaît, avec les numéros des boys marqués dessus, et le mien. Et il m'avait donné le double que j'avais mis dans ma poche. Et alors, les Allemands ont refoulé dans les compartiments tous ceux qui étaient dans le couloir à cause du retour des vacances, c'était plein. Ils ont bouclé tous les wagons, tous les compartiments, pardon, et ils sont venus faire la fouille. Et à ce moment-là, j'ai pensé au papier que j'avais dans ma poche et je me suis demandé, qu'est-ce que je vais en faire? Si je mets sous la banquette, tout le monde va les regarder. Alors j'ai fait une idée, je l'ai mangé. Je me suis un peu détourné. Il y avait une dame, je la vois encore assise sur la banquette à côté devant moi, qui me regardait manger ce papier. Enfin, elle n'a rien dit, heureusement. Et là encore, je ne comprends pas pourquoi, j'ai donné ma carte d'identité et les Allemands savaient que j'avais été entre les 2 boys arrêtés, ne m'ont même pas posé la moindre question. Ils auraient pu me dire, mais mademoiselle, vous dites que vous habitez Paris. Qu'est-ce que vous faites dans ce train de Lille? Chez qui avez-vous été à Lille? C'était évident. J'ai échappé, vraiment, c'est miraculeux, je dirais. Et ils ont arrêté un monsieur quand même. Enfin, ils l'ont arrêté. Je pense qu'il s'est disculpé. Parce qu'ils ont trouvé des pommes de terre dans sa valise. Oh là, quand on voyage en première, des pommes de terre, c'est louche. Et le monsieur a eu beau dire, mais j'ai été voir ma famille pour les vacances de Noël. Je mange mal à Paris. Ma femme m'a ravitaillé, voilà. Non, non, c'est louche. Je suis persuadé qu'ils ont fait une enquête et qu'ils se sont aperçus qu'il était... Mais malgré tout, ça m'ennuyait beaucoup, bien sûr. Je prie pour lui. Je prie encore pour lui, d'ailleurs. Bon, mais je pense qu'il n'a pas été arrêté vraiment. Alors, à partir de ce moment-là, le type que je vous ai dit avait fait tellement de ravages dans la ligne que tout a été stoppé. Jérôme a été arrêté, Jean-Jacques a été arrêté, les Bricoux ils n'ont pas été arrêtés, mais on a visité leur maison et tout. Enfin, j'ai perdu le contact. Heureusement, par précaution, on ne se connaissait pas, on n'avait pas les adresses les uns des autres. Donc j'étais complètement perdu. Je suis retourné à Lille, voir les gens que Jean-Jacques m'avait présentés. Ils avaient sûrement eu des ennuis parce qu'ils m'ont dit « Oh là là, rentrez chez vous et n'en bougez plus. Vous n'êtes pas dans le collimateur, vous avez la chance. » Mais certainement, ils avaient eu beaucoup, heureusement, eux-mêmes, des arrestations. Alors moi, je me suis dit, maintenant, le temps a passé, j'ai pas été filé, Hubert n'a pas été arrêté, n'a pas eu d'ennui, je peux peut-être retourner au service 0, qui était le premier réseau. Alors j'ai téléphoné, par Hélène, j'ai repris contact avec eux, et ils m'ont dit, oui, revenez. Bon, je ne leur ai pas raconté, je crois, ce que j'avais fait entre-temps. Et alors, à partir de ce moment-là, c'était donc, vous voyez, janvier 1944, donc l'année du débarquement, qui a été en mai. Et
il n'y avait plus moyen de faire des voyages normaux en train. Comme je vous ai dit, tout était arrêté, bombardé. Donc, je faisais des voyages en autostop ou à bicyclette. Oh, j'ai été très loin à bicyclette. Et il y a eu, oui. Alors, il y a eu le débarquement. Bon, et puis il y a eu, je passe vite parce que je vois que ça avance, la libération de Paris. Il y en a un qui, sur ces questions, il me demande ce que j'ai fait pendant la libération de Paris. Je n'avais pas un rôle défini, bien sûr, mais j'avais rencontré un ami de Metz, le fils d'un général d'ailleurs, qui était dans ce qu'on appelait les FFI, c'est-à-dire Forces françaises de l'intérieur. Et il m'avait montré chez lui, il m'avait ouvert son armoire, il y avait des grenades de haut en bas. C'est des armes pour... Il m'avait donné une grenade que j'avais précieusement gardée. Alors, pendant la libération de Paris, j'ai circulé à bicyclette avec un garçon de service zéro qui s'appelait Bertrand. Lui était en moto, moi à bicyclette. Naturellement, je mettais la main sur son épaule et nous circulions ensemble. Nous voulions jeter la grenade sous un char allemand pour en récupérer les munitions et les donner aux Français qui avaient très peu de munitions. Ils demandaient des munitions à Londres, mais on ne leur en donnait pas. Alors nous avons circulé dans Paris. Je me rappelle encore les comment on appelle là, les barrages qu'on faisait, comment on appelait comment je ne comprends pas ce qu'il dit. Bon, enfin, et nous avons fini par trouver il y avait 2 chats. Alors, nous avons fini par jeter notre grenade sous un char et puis nous avons pris la fuite pour... Octave Bouquet ainsi que Gabin Paternalio sont attendus à la vie quotidienne. Merci. Normalement, c'est bon, j'espère. Bon, et alors, je vais vous raconter... Ah oui, il y a 2 choses importantes encore. Mais j'ai le temps, oui? Oui, vous avez le temps. Et si vous voulez faire une pause, vous pouvez aussi. Vous avez le droit. Si vous voulez faire une petite pause de 5 minutes. Non. Non. Il y a mieux qu'ils me posent des questions après s'ils veulent. Alors, le jour de la libération de Paris, c'était le 25 août 1944. J'ai dit... donc Paris venait d'être libéré. Alors j'ai dit à mon chef, c'était plus Hubert, Hubert avait été arrêté, et c'était Christian. Et je lui ai dit, je vais aller aujourd'hui sur les Champs-Élysées acclamer le général de Gaulle qui a dit qu'il irait chanter le Te Deum à Notre-Dame. Ah non, ma petite Danielle, j'étais redevenue Danielle, hein. Il y a un message urgent à porter à Tourcoing. Bon, il faut y aller le plus tôt possible. Alors, je me pointe à Paris, à la gare, à la porte de la Chapelle, c'est le point le plus au nord de Paris, pour faire du stop. Puis je commence à faire du... Et Paris, en réalité, mon chef ne s'était pas rendu compte, et moi non plus. Paris était libéré, mais Levallois ne l'était pas. Or, Levallois, c'est comme Mondeville à Caen. C'est la banlieue immédiate. Naturellement, Caen était libéré, mais Mondeville ne l'est pas forcément. Donc, Paris était libéré, Levallois ne l'était pas. Alors, quand on m'a vu, bord de la Chapelle, faire du stop, il y a toujours un individu, je ne sais pas qui a dit « Eh, mais ma petite dame, pourquoi est-ce que vous voulez retourner chez les Allemands? Paris est libéré. Pourquoi est-ce que vous voulez fuir les Américains?
c'est que vous avez fait quelque chose de mal avec eux. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on a appelé l'épuration. On a voulu se venger des gens qui s'étaient mal conduits avec les Allemands. Ceux qui avaient trahi, bien sûr, ceux qui avaient... Mais il y avait beaucoup de façons de se conduire mal avec les Allemands. Alors, tout de suite, il y a eu un rassemblement autour de moi, et puis on m'a emmené au commissariat de police. J'avais beau dire, mais non, au contraire, j'ai un message à porter, je suis dans la résistance. Bon, au commissariat de police, ils m'ont demandé comment s'appelle votre réseau. Je ne sais pas. Vous savez, c'était le grand mystère, on ne vous disait pas ce qu'on faisait. Comment s'appelle votre chef? Je ne sais pas. Christian. Bon, finalement, j'ai été encore dans un autre commissariat de police, plus important que celui-là. Heureusement, c'est ça qui m'a sauvé. On m'a demandé, est-ce que quelqu'un peut répondre de vous? Oui, mon grand-père, c'est le général de Cugnac. Parce que je me suis dit, les militaires, ça va les imprendre. Bon, alors, il lui téléphone. Mon général, nous avons entre les mains une jeune fille qui se prétend votre petite fille. Est-ce que vous pouvez nous dire si elle a des frères et sœurs et quelle est leur date de naissance? Ou quel est leur âge? Alors, mon grand-père, heureusement, répond, elle a un frère qui est militaire, il s'appelle Armand, il est né en 1919, bon, une sœur, Geneviève, puis il bouge le micro, naturellement, puis à moi, il me demande, est-ce que vous avez des frères et sœurs? Quelle est leur date de... Ça collait, c'était pareil, naturellement. Malgré tout, ça n'a servi à rien, et j'ai quitté ce commissariat. Le commissaire, je crois que c'était le commissaire, oui, a appelé un garde, là, il a dit, allez, conduis-la au secret. Non, c'est pas là, c'est en poste de faire. Le type s'est approché de moi, il a craché par terre, espèce de sale putain de garce. Vous voyez, c'était ma libération. Ça a été l'épuration. Il y a évidemment des gens, on s'est trompé quelquefois. C'était des choses, des vengeances quelquefois, même on s'est vengé de quelque chose qu'on avait avec son voisin. Bon, alors on m'a emmené en auto avec des fusils à la portière dans l'île de la Cité à Paris où il y a le justice de paix. On m'a emmené à la police judiciaire, la PJ, où on m'a mis dans une cellule en prison. C'est là où le type a dit « conduis-la au secret ». En réalité, dans la cellule où je suis rentré, il y avait 16 personnes, 16 femmes, assises par terre le long des murs, tondues. Parce que les femmes qui s'étaient mal conduites avec les Allemands, on les avait rasées. Alors, il y en avait qui n'étaient pas rasées. Elle racontait ce qu'elles avaient fait. Elle pleurait. Il y en avait qui pleuraient en pensant à ses enfants qui étaient tout seuls à la maison, qui ne sauraient pas ce qui était arrivé à leur maman. À moi, on m'a demandé quand je suis arrivé, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai fait de la résistance. Fou rire général, évidemment. Alors, j'ai passé une nuit. Je les ai fait prier quand même, parce que c'était dimanche, c'était un samedi. Et le matin, dimanche matin, pour la première fois, on a entendu les cloches de Notre-Dame. Nous étions en face de Notre-Dame. Et les Allemands avaient interdit les cloches pendant l'occupation. Et tout d'un coup, les cloches de Notre-Dame ont sonné pour la première messe à Notre-Dame. Alors nous nous sommes unis pour la prière. Ah non, elles ne demandaient pas mieux. Hein. Elles ont même dit des intentions très touchantes. Et ensuite, on nous a emmenés faire la promenade des prisonniers sur les toits de l'hôtel, le palais de justice, enfin, je sais pas, la police judiciaire. Et pendant qu'on tournait comme ça en rond, tout d'un coup, quelqu'un au micro a dit « Mademoiselle de Vasselot est demandée en... » Alors, je me suis présenté. J'ai suivi le type qui m'a fait baissant les escaliers, rentrer dans le bureau du commandant. Et
Eliane, là, du service 0, était là. Alors, elle était venue me chercher. Comment ça se fait? Parce que mon grand-père, quand il avait eu ce coup de téléphone bizarre, s'est dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et il était arrivé à prévenir par Hélène, qui le connaissait, puis savait que c'était elle qui m'avait fait rentrer dans la résistance. Donc, il avait téléphoné à Hélène, qui avait téléphoné au père Danielou, qui avait téléphoné à mon chef, et ils sont venus me chercher. Et le commandant Marchand, il s'appelait, m'a dit, bon, allez, sortez, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. C'est tout ce qu'il a trouvé à me dire. Bon. Et alors, mon cher Christian, là, mon chef, m'a dit, à ma petite Danielle, je vous donne 24 heures pour vous reposer, mais il faut porter le message. Je compte sur vous, il faut vous débrouiller, je sais. Bien, alors cette fois, j'ai pris ma bicyclette. Ça, de ce que j'ai fait là, c'est peut-être la chose la plus, comment dirais-je, enfin la plus originale, la plus drôle, la plus bizarre de la guerre. J'ai pris ma bicyclette et je me suis dit, il ne faut pas que je remonte comme ça tout droit, comme j'avais l'intention de le faire avant-hier. J'ai été plutôt vers l'est. Et puis à Meaux, je crois que j'ai pédalé jusqu'à Meaux. À Meaux, je me suis dit, mais je vais pas quand même aller jusqu'à Strasbourg. Maintenant, il faut que je remonte. J'avais une carte Michelin quand même. J'ai pris une route interdite. On appelait ça Red Bull. Point rouge, enfin. Et elle qui était réservée à l'armée, aux chars et aux tanks et aux... Bon, enfin, j'ai pris la Red Bull. Les Allemands avaient reculé. Ils n'étaient plus à Levallois ni à Bobigny. J'avais l'impression de suivre les Américains. Quand j'arrivais dans un village, les Américains venaient de le libérer. Enfin, le dernier village, c'était Nanteuil-le-Haudouin. Alors là, Nanteuil-le-Haudouin, les Américains venaient d'arriver, les enfants montaient sur les chars pour qu'on leur donne du chewing-gum, les femmes venaient apporter aux Américains des oranges et des fruits qu'ils appréciaient beaucoup parce qu'ils n'avaient pas mangé de vitamines depuis longtemps, ils avaient mangé que des provisions en boîte. Donc, je me suis approché du bout du village. Les Américains étaient en train de pointer leurs canons sur le village suivant. J'aurais dit, écoutez, tirez pas, j'habite la maison, là, vous voyez, laissez-moi arriver. Oui, bon, ben allez-y. Je suis parti à bicyclette sur la route, il pleuvait des corps, j'étais couché sur mon guidon. J'ai dépassé la maison où je prétendais habiter. Et voilà, ça, c'était presque... Je ne savais pas où était... Il y avait un front quand même, les Allemands. Forcément, j'allais vers l'endroit où étaient les Allemands. Mais le front, comme on dit, je ne savais pas où il était. Comme d'habitude, dans les romans, quand on lit un livre, quand on passe le front, eh ben, on se cache dans une forêt, on se cache derrière un arbre, puis on progresse d'arbre en arbre, ou bien on se déguise et on se cache dans un camion, enfin, je sais pas, n'importe quoi. Et moi, je n'avais rien que ma bicyclette, et je pédalais sur la route sans savoir ce que j'avais rencontré. J'ai traversé le village d'Ormois. Il n'y avait plus d'Allemands, mais il n'y avait pas encore d'Américains. C'était, comme on dit en anglais aussi, le no man's land, le pays de personne. Il y avait des gens que je voyais dans les caves, dans les soupiraux, par les soupiraux des caves. Et je leur disais, allez, vous allez être libérés, confiance. J'ai vu les Américains à Nanteuil. Alors ils rentraient dans leur cave. Et puis j'ai continué après au mois, en me disant, est-ce que je continue, est-ce que je me cache? Je vais quand même pas faire 15 kilomètres en rampant dans le fossé avec ma bicyclette sur le dos. Alors,
avec beaucoup d'inconscience et en priant quand même, en priant beaucoup. Et je continue à pédaler. Et tout d'un coup, je vois devant moi, à 200 mètres, une sentinelle allemande qui agitait un bâton avec un disque. Nicht passé, nicht passé. Je me suis dit, ça y est, j'ai perdu. Je ne me suis pas arrêté à temps. Alors, je me suis descendu de ma bicyclette. Je me suis approché de lui. Je lui ai parlé, mais il ne comprenait pas le français. Moi, je ne sais pas l'allemand. Je lui disais, j'habitais là. Je ne savais pas le nom du village. C'était Crépy-en-Valois. Mais je ne savais même pas. Je lui dis, j'habite là, je veux rentrer. Mais il ne comprenait pas. Enfin, heureusement, une auto est arrivée de l'intérieur de Crépy-en-Valois, une auto découverte. Ouais. Un officier élégant a sauté par terre sur la route, a parlé à un sentinelle, et puis a parlé à moi. Alors je lui dis, mais oui, j'ai été voir ma grand-mère qui habite Ormois, j'ai été lui porter du ravitaillement ce matin, et puis maintenant je veux retourner chez moi. Il m'a pris par le bras, j'ai cru qu'il allait me faire monter dans sa voiture, qui ronronnait encore. Allez, oust! Et il m'a envoyé à l'intérieur de Crépy-en-Valois. Ah, j'étais tellement heureuse, j'avais passé le front comme ça. Je l'aurais pas embrassé quand même, mais... Alors je me suis dit, il ne faut pas que je reste là parce qu'ils vont partir pendant la nuit. J'ai continué à pédaler jusqu'au village de Bettencourt. Tout ça, vous savez, ça c'est gravé en moi, je connais encore tous les... À Bettencourt, j'ai commencé par frapper dans une ferme. Ils m'ont envoyé les chiens. Je me suis retourné de l'autre côté de la route, j'ai frappé à une autre ferme. Là, on m'a ouvert. C'était une grande famille, ils étaient nombreux, ils étaient encore à table. Ils m'ont fait une place à leur table. Oh, je serai reconnaissante toujours. Ils m'ont fait une place à table. Et puis, je leur ai raconté que j'arrivais de Paris. Alors ça leur paraissait absolument invraisemblable. Que j'avais vu les Américains, que j'avais vu le général de Gaulle. Ils m'ont offert une chambre avec un grand lit. Je me rappellerai toujours ce plumard, je dirais, dans lequel je me disais, oh, vraiment, j'ai le plus beau jour de ma vie. J'ai fait quelque chose, j'ai passé le front. Maintenant, j'ai plus qu'à pédaler jusqu'à Tourcoing. Le lendemain matin, quand j'ai voulu repartir à bicyclette, ils m'ont dit, mais vous êtes folle, c'est interdit de circuler à pied, à cheval, en voiture, dans tous les départements. Bon, je me suis fabriqué un brassard avec la Croix-Rouge, je crois, et puis je suis parti à bicyclette. Et j'ai encore fait une étape à Bapaume. Et alors là, c'est curieux, les Allemands reculaient, donc montaient vers le nord. Et alors il y avait des camions où ils étaient nombreux, ils étaient derrière, la porte arrière était ouverte. Ils me tendaient la main pour que je m'accroche et que je... comme on fait, comme c'est défendu d'ailleurs. Donc j'en ai profité, j'ai fait beaucoup de kilomètres comme ça, accroché aux Allemands. Tant mieux pour eux. Et puis je suis arrivé à Lille, j'ai fait ce qu'il faut. Lille commençait à se révolter comme Paris. Il y a eu une espèce de libération de Lille. Les ponts avaient sauté, je me rappelle. Et voilà. De toute façon, c'est fini. Alors, j'ai dit que je vous dirais plusieurs choses. D'abord, pourquoi ça s'appelle comète? Parce que d'habitude, les Anglais, entre le moment où ils tombaient en parachute de leur avion en flammes jusqu'au moment où ils rentraient à à Londres, chez eux, ils mettaient à peu près, mettons, au moins, quelquefois 6 semaines, quelquefois un mois, quelquefois. Et il y en a une fois,
qu'ils sont entrés en 15 jours, je crois. Et alors, il y a un Anglais qui a dit « Oh là là, mais c'est pire qu'une comète !» Alors, on a appelé ça comète. D'où le nom, si vous entendez parler de comète, vous direz pourquoi ça s'appelle comme ça. Et puis, comment nous savions où ils étaient, on ne pouvait pas naturellement poser des questions dans les villages. Est-ce que vous savez qui a recueilli les avis? Naturellement, ils n'auraient jamais répondu parce que c'était absolument interdit. Alors, un garçon qui avait pris comme nom de guerre Nemo. Nemo, vous savez ce que ça veut dire si vous faites du latin. Et c'est un héros de jus. Alors, Nemo s'était dit, quand des fermiers ou des paysans cachent des aviateurs, bon, pendant 2-3 jours, ça va, ils ne disent rien. Ils les habillent, ils leur donnent à manger, mais ça ne peut pas durer. Au bout de 8 jours, il faut qu'ils en parlent à quelqu'un. Ils ne peuvent pas garder ce secret, puis ils ont besoin aussi qu'on les aide. Alors, à qui est-ce qu'ils vont en parler? À leur curé, s'ils sont catholiques, ou à leur pasteur, s'ils sont protestants, parce qu'en Hollande, il y avait des protestants. Voilà. Bon, à leur curé, à l'instituteur, parce qu'ils ont confiance, et au médecin, parce que les types ont souvent besoin d'être soignés. Eh bien, nous n'avons qu'à aller à l'avance, parler au curé, à l'instituteur et au médecin, et lui dire, voilà, si vous avez la confidence d'un paysan qui vous dit qu'il reçoit, qu'il cache depuis 15 jours, qu'il cache des aviateurs anglais, ben voilà ma carte, je vais y aller et j'irai le jour. Ça paraît assez dangereux, mais on n'a jamais été trahi. Et c'est comme ça, en effet, que sont arrivés beaucoup de boys par la voie du médecin. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez des questions maintenant?